13h30, alors j'y vais. Donc, bienvenue à cet entretien avec Alain Deneau au sujet de l'économie de la nature et des biorégions dans le cadre du campus FabCity Montréal à la rencontre des Amériques. Nous avons donc un public avec nous sur Zoom et sur YouTube. Nous tenterons, si possible, de répondre à quelques questions en fin d'entretien. Donc, vous pouvez écrire vos commentaires, questions dans les canaux de clavardage. Et donc, il me fait grand plaisir de vous introduire à Alain Deneau. Alain Deneau, philosophe québécois et docteur en philosophie de l'Université de Paris 8. Monsieur Deneau a été directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris de 2016 à 2022. Il enseigne au campus de Shippagan de l'Université de Moncton dans la péninsule acadienne. Il est auteur d'essais critiques, notamment sur les politiques canadiennes du secteur minier, les paradis fiscaux, les multinationales, l'idéologie et le concept d'économie. Bienvenue au campus FabCity, M. Deneau. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Donc, d'emblée, je vais vous expliquer pourquoi nous vous avons invité. Première des choses, votre date anniversaire est la même que notre présidente et que moi-même. Alors, les signes se rencontrent. Et pour aborder deux des sujets phares du campus FabCity, soit l'économie de la nature et les biorégions. Donc, on va souhaiter vous entendre sur le concept d'économie de la nature, dont vous traitez dans votre premier feuilleton théorique, qui rejoint le mouvement FabCity, un mouvement qui prend acte des limites du modèle économique de croissance exponentielle. Également sur l'essor possible d'une approche géopolitique biorégionale qui garantirait l'amélioration des relations entre les espèces, sachant que le cadre du mouvement FabCity souhaite appliquer des stratégies biorégionales. Et un mot sur votre parcours de citadin aux îles de la péninsule acadienne. Donc, pour débuter notre entretien, pouvez-vous nous partager votre parcours personnel, professionnel et les moments clés qui ont contribué à forger votre vision sur ces deux sujets et ce qui l'a influencé? Je vous remercie de l'invitation et je trouve pertinent de présenter les choses dans cet ordre-là parce que c'est comme ça qui se présente, je dirais, logiquement, mais ce n'est pas toujours dans un parcours personnel qui est plus ou moins pertinent du point de vue de la parole publique. Ce n'est pas toujours dans cette espèce d'ordonnancement logique-là que les choses se présentent. Ça peut être plus chaotique, plus accidentel, et parfois on ne se souvient pas tout à fait de la genèse de ses propres idées. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui, tout d'un coup, ont un ascendant sur nous et qui finissent par nous tarauder. Donc, on y travaille et au point, au moment donné, elles nous semblent tellement évidentes et aller d'elles-mêmes qu'on ne se souvient plus du jour où elles ont éclos. Bien entendu, il n'y a rien de très nouveau que je vais dire là, mais c'est l'occasion de synthétiser puis de reprendre certains éléments. Il y a une réalité, celle du 21e siècle, sur le fond de laquelle tout le reste s'inscrit. Et c'est cette idée des 4 ou 5 grands enjeux du 21e siècle multicrise, s'il en est, le mot crise étant faible. Je vais y revenir, mais c'est cette idée que, et je le dis une fois pour toutes, là, on l'aura en tête comme un arrière-plan, là, que nous faisons face évidemment à des bouleversements climatiques qui se caractérisent par le fait d'être autonomes et exponentiels, c'est-à-dire que ce n'est même plus la résultante de l'activité humaine, comme le disent pudiquement les organisations onusiennes, que ce phénomène s'observe, mais c'est de lui-même. C'est-à-dire que nous avons détraqué le système Terre de façon telle qu'il se transforme de lui-même sur un mode autonome et exponentiel, au sens où le réchauffement climatique entraîne le réchauffement climatique de lui-même, la fonte d'hypergélisol étant le dernier moment de cette spirale infernale, de cette descente aux enfers. La fonte annoncée d'hypergélisol, puisqu'en Sibérie, là, il y a des vagues de chaleur inouïes, contribuant à libérer du méthane, qui est un gaz à effet de serre infiniment plus conséquent que le CO2 et entraînant donc un réchauffement global de l'atmosphère, entraînant une accentuation toujours plus grande du phénomène. Donc là, il y a ce problème-là. On sait que cela suppose
des problèmes à la fois graves et multiples, hein, de montée des eaux, érosion des côtes, canicules meurtrières, incendies de forêt, hein, c'est de quoi on parle là maintenant, ainsi de suite, donc ouragans, ainsi de suite. Bon, et deuxièmement, il y a la perte de biodiversité qui entraîne non seulement des problèmes du point de vue de l'agriculture, des problèmes du point de vue de la transmission de maladies nouvelles, mais également une perte la perte d'une sorte de zone tampon entre l'espèce humaine et les autres animaux, et donc nous expose à des éléments pathogènes qui jadis étaient le simple fait d'espèces particulières, en stressant des espèces comme la chauve-souris, comme le montre bien Marie-Monique Robin dans son travail. On se rend vulnérable par rapport à des zoonoses, hein, des éléments pathogènes auxquels les animaux finissent par être sensibles, alors que normalement ils y résistent du point de vue de leur système immunitaire, et qui nous transmettent par la suite. Donc, il y a un problème de santé publique. Je sais pas, on a dû entendre parler un petit peu récemment de la COVID-19. Bon, c'est bon, voilà, le Zika, l'Ebola, le H1N1, ainsi de suite, font partie de cette série de maladies nouvelles qui font dire aux spécialistes de l'IPBES en matière de santé publique que le 21e siècle serait celui d'une épidémie de pandémie. Bon, ce n'est pas mon expression. Bon. Ensuite, il y a le problème, j'y vais très, très vite, mais sur la perte d'accès aux énergies, la perte d'accès aux minerais, qui font qu'autant il faudra revoir complètement notre modèle parce que nous sommes drogués au pétrole, autant il faudra faire le deuil ou renoncer à cette idée mythique, mythologique, voulant que des techniques de transition comme la voiture électrique, les batteries de pointe, les panneaux photovoltaïques, les tours éoliennes se substituent au pétrole, nous permettent de maintenir le même mode de vie en ayant bonne conscience. Parce que ça, c'est fini. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, qui est autre. Et bon, sur la question de l'économie, il m'a semblé tout à fait impérieux de travailler à redéfinir ce terme. Et ce n'est pas que je suis mégalomaniaque au sens où je pense que Lux Éditeur ait la capacité, en méditant, de faire en sorte qu'une redéfinition du mot d'économie telle que je la propose soit de nature à percoler à l'échelle mondiale de façon à ce que la planète entière adopte un nouveau vocabulaire, enfin une nouvelle sémantique par rapport à ce mot d'économie et le conçoive tout autrement. C'est simplement que j'ai l'impression d'être dans le sens de l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que par la force des choses, étant donné le siècle annonciateur de changement de paradigme, j'ai l'impression que par la force des choses, nous serons amenés à redéfinir le terme économie parce que le mot économie ne pourra pas tellement longtemps être le synonyme pudique du capitalisme. On ne pourra pas continuellement présenter le capitalisme comme la forme accomplie ou la forme de prédilection de l'économie. Et économie devra bien signifier autre chose. Et pour faire signifier ce mot-là autrement, parce que ce système est en faillite, il a le cancer, c'est un géant au pied d'argile, dire voilà, c'est une étoile morte. Pour comprendre ce qu'il en est de l'organisation économique hors un régime capitaliste qui peut-être perturbera, mais par rapport à toujours un nombre restreint de bénéficiaires relatifs. On est à peu près 20% dans le monde actuellement à bénéficier relativement du capitalisme, à être capable de se payer des bananes à prix abordable, du pétrole, ainsi de suite, des amendes. Bon, il arrivera bien un moment où nous ne serons plus 20%. Je rappellerai votre bouteille de ketchup. Oui, c'est un autre exemple, mais j'y reviendrai peut-être. Mais c'est cette idée qu'aujourd'hui, à crédit, nous sommes à peu près encore 20% d'Occidentaux, principalement, à être des bénéficiaires relatifs du capitalisme, c'est-à-dire à travailler pour lui, à être aliénés par lui, à souffrir de lui aussi à certains égards, mais quand même sous la figure du consommateur, d'être un petit peu capable d'en profiter aussi à ses heures ou d'avoir l'impression d'en profiter. Enfin bref, il y aurait toute une critique à faire sur l'infantilisation et l'aliénation culturelle dans ce processus-là, mais en tout cas, on peut encore penser que comme consommateur, on en est les bénéficiaires relatifs, mais ce capitalisme finira peut-être par s'effondrer tout à fait comme certains le prédisent, mais en tous les cas par se contraindre tellement que ce qu'on appelle la classe moyenne en Amérique du Nord risque de plus en plus de tomber dans les oubliettes de l'histoire, parce que quand on ne fait pas partie des bénéficiaires relatifs du capitalisme minoritaire, on n'est plus visible. Bon, on n'est plus visible à plusieurs titres. Je veux dire, peu de gens savent ou pensent ou comprennent ou conçoivent qu'un Congolais du Congo-Brazzaville qui a de la difficulté à faire le plein de sa mobilette
tout en étant dans un pays qui est un des grands producteurs du pétrole du monde, ne bénéficie en rien du capitalisme. Au contraire, il n'en a que les conséquences fâcheuses. Je veux dire, je ne parle même pas encore du réchauffement climatique qui va frapper l'Afrique plus que d'autres continents, mais je pense simplement aux milices, à la corruption, à la violence, à la mise hors jeu, à la colonisation par les grandes entreprises de son État, ainsi de suite. Donc là, bientôt, nous serons de plus en plus à être dans le camp hyper majoritaire des gens qui ne bénéficient en rien du capitalisme, même pas à temps partiel, quoi. Bon. Et force à s'organiser, de penser l'économie autrement. Puis la biorégion découle de ce premier acte intellectuel-là. Et pour penser l'économie, il faut se rappeler de ce que l'économie a été, et il faut se rappeler de la façon dont les sciences économiques, à la fin du 18e siècle, se sont appropriés le terme pour créer quoi? Des économistes. C'était jamais entendu ça avant la fin du 18e, des économistes. C'était quelque chose d'un peu, moi je considère obscène et de l'ordre de la profanation, quoi, de prendre un mot qui était si vivant, si au fond central, si partagé par les disciplines, que ce soit la théologie, la rhétorique, la philosophie, la biologie, et plus tard la vie psy, enfin toutes les sciences du domaine de la psyché, psychanalyse, psychologie, ainsi de suite, l'esthétique, le droit, la sociologie. Ensuite, tout le monde s'en est emparé. Ce mot-là est polysémique comme rare. Il y a de termes capables de l'être. Et pourtant, des penseurs du marché à la fin du 18e siècle, en récupérant ce qu'il en était de l'économie de la nature, dont je vais parler, se sont dit économistes et ont fondé l'économie en elle-même, ce qui est devenu l'économie politique, les sciences économiques et en anglais de manière encore plus succincte, les economics. C'est ce qui relève de l'économie en propre. Et on s'est approprié, peut-être par déformation professionnelle, mais on s'est approprié l'économie. On a fait sa chose. Bon, on l'a un peu breveté. On en a fait un domaine réservé, de telle sorte que par la suite, quand on s'intéresse à l'économie autrement que dans ce champ régional-là, qui s'intéresse au profit, à la production, à la distribution, à la consommation et éventuellement au management, au marketing, quand on quitte ce domaine-là et on veut parler d'économie, comme on le faisait avant, librement, on a l'impression d'emprunter des métaphores à ce champ qui nous a convaincus de détenir en propre le sens de ces mots-là. Donc, on va dire, voilà, le capital beauté, le capital santé, je gère mes amitiés, je suis de la ressource humaine, voilà, je suis sur le marché du travail. Et on va tout thématiser en fonction du profit et de la marchandisation. Et du commerce. Le mot commerce lui-même signifiait avant tout simplement la discussion publique. Le café du commerce, c'était le café où on était de bon commerce les uns avec les autres. Ça n'avait rien à voir avec l'argent, pas nécessairement en tous les cas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de rappeler, d'un point de vue philologique, plus qu'étymologique. L'étymologie renvoyant au sens premier. Il n'y en a pas de sens premier quand on fait l'étymologie du mot économie, il est déjà éclaté. Il se présente éclaté chez Xénophon ou Aristote. N'essayez pas de trouver la pierre de touche, il n'y en a pas. Même l'oikos, la fameuse maisonnée, est déjà présentée en fonction d'analogies avec la médecine, avec les arts, avec les mathématiques, ainsi de suite, la vie militaire. Il n'y a rien qui soit en quelque sorte de l'ordre d'une sens premier. Il n'y a pas de sens premier en économie. L'économie est toujours interdisciplinaire, elle est toujours éclatée dans plusieurs domaines, elle se vérifie toujours d'une fois à l'autre. Et en fait, ce qui m'a intéressé pour penser l'économie au-delà de la restriction capitaliste à laquelle on a assisté dans la modernité, c'est d'en étudier les occurrences, c'est-à-dire de la reconnaître là où elle se nomme dans l'histoire. Donc, je me suis intéressé au fait que Hermann Lotz, par exemple, quand il s'intéresse à la valeur des idées, quand on dit qu'une idée est valable, es gilt en allemand, qui est plus courant que des expressions françaises là, sur la valorisation. Il parle d'économie de la pensée. Économie des Denkens. C'est écrit comme c'est, ou chez Bamberger qui va le commenter, ainsi de suite. Sigmund Freud, en psychanalyse, parle de l'économie psychique. Économie, c'est le terme, quoi. Il va y avoir plus près de nous, en études littéraires, chez Gérard Genette, une économie littéraire, une économie de l'œuvre.
Bon, quand on étudie la façon dont sont construites les œuvres, dans l'histoire de l'art aussi, en peinture. Hein, si on prend Daniel Arras, il va parler de l'économie d'une œuvre. Le cinématographe Robert Bresson parlait de l'économie de son art, l'économie cinématographique, ainsi de suite. Il y avait l'économie animale en biologie. Bon, un siècle avant notre ère, au 1er siècle avant notre ère, Denis d'Halicarnasse, le premier spécialiste de la rhétorique, celui qui a fondé la science de la rhétorique, parlait de l'économie du discours. C'était bon, ce mot-là. En fait, mais ce qui m'intéresse, c'est de considérer, après ça, je vais aller plus spécifiquement à l'économie de la nature, mais ce qui m'intéresse, c'est de considérer ces usages-là d'une manière ni synonymique, ni homonymique. C'est-à-dire, ni synonymique, parce que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est bien évident que quand Carl von Linné, hein, dans les sciences de la nature, nous dit qu'une économie de la nature, ou quand Hippolyte ou Irénée, les pères de l'Église, nous parlent de l'économie de la foi, qui ne parlent pas de la même chose. Tout comme Freud, quand il parle d'économie psychique, ou quand Denis d'Halicarnasse parle de l'économie d'un discours, ce n'est pas la même économie, on s'entend bien. C'est des usages différenciés du terme économie, ce sont des acceptions. Donc, je comprends bien qu'il ne s'agit pas de synonymes. Bon, c'est bien évident. Mais ce qui l'est peut-être un peu moins, c'est que ce ne sont pas des homonymes. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'on utilise ce même mot. Pourquoi on utilise ce même mot-là? C'est qu'il y a bien quelque chose de transversal, hein, qui les recoupe, quoi, qui les touche. Et c'est à cet égard que je m'intéresse au mot d'économie, dans le sens où il s'agit, dans un travail plus philosophique, disons conceptuel, d'en dégager un sens générique. Bon, et l'économie, en ce sens, apparaît comme une connaissance des relations bonnes. C'est ce qui se vérifie à chaque fois. Quand on parle d'économie, c'est qu'on s'intéresse à des agencements spécifiques entre des éléments distincts les uns des autres, agencements qui procurent un résultat bon, qui peut être l'effet de l'activité humaine. À ce moment-là, on est dans quelque chose de plus politique ou pas, comme dans les sciences de la nature. Bon, pourquoi je me suis intéressé d'abord et avant tout à l'économie de la nature, dans ce petit livre que vous citiez, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la récupération. Au moment où on a commencé à parler de l'économie de la nature, qu'il y a eu la récupération vers les sciences économiques qui sont complètement appropriées le mot, au point aujourd'hui, quand on ouvre un dictionnaire généraliste comme le Larousse, le Robert, c'est seulement la définition des sciences économiques qu'on va retrouver, comme si c'était la seule, la première. Sciences économiques, moi, que je rebaptise comme étant les sciences de l'intendance. C'est d'intendance dont il est question, ni plus ni moins. En plus, c'est un domaine où on aime beaucoup les titres ronflants, on va de gouvernance, voilà. On est toujours en train de s'attribuer comme ça des grands mots qui signifient pas grand-chose, peut-être pour voiler le caractère parfois un peu prosaïque de ce qui s'y fait. Avant d'entrer dans un discours critique sur le caractère idéologique de bien des discours économétriques, disons, économistes, c'est l'appellation qui me dérange, même s'il y a des économistes, entre guillemets, qui font un travail de fort pertinent. Donc, il y a les hétérodoxes, comme on les appelle. C'est intéressant, mais ils font de l'intendance. Et ce qui m'intéresse, c'est d'arracher ce mot-là aux économistes pour que ce mot redevienne une expression démocratique, centrale, qu'on peut reconnaître dans différentes disciplines. Dans les sciences de la nature, ça a commencé au milieu du 18e siècle, en 1749. On a ce livre, L'économie de la nature, écrit par un étudiant de Carl von Linné, qui reprend en gros sa thèse sur son approche, cette nouvelle science qu'il crée, qui est celle de l'économie de la nature, et qui consiste à penser des agencements dans le vivant, et non plus simplement les espèces en fonction d'une nomenclature, parce que jusqu'à maintenant, on se satisfait de classer les espèces entre mâles, femelles, voilà, des grandes familles, mais on ne pense pas la vie des espèces ensemble, dans leurs interactions, par rapport à un territoire, un climat, un sol, des variations, ainsi de suite. Évidemment, sans Carl von Linné, il n'y a pas Darwin. Bon, quand je pense à Darwin, je ne pense pas à ces très mauvais lecteurs du darwinisme social, là. Je pense à cette brillante scientifique, là. Bon, et entre eux, il y a sûrement quelqu'un comme Gilbert White, puis Silvia Federici montre qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont documenté beaucoup la pensée des sciences de la nature, mais qui ont été refoulées ou invisibilisées ou récupérées par des hommes. Donc, ce serait le temps un peu de mieux refaire comme ça la chaîne historique. Mais il y a ces marqueurs-là où on s'intéresse à l'économie de la nature. Bon. Et j'ai souvent raconté cette histoire-là, mais il y a ceux qu'on a appelés plus tard les physiocrates, mais qui se désignaient, qui ont puisé dans ce discours sur l'économie de la nature, plutôt par rapport à sa dimension agricole, pour voir comment, en ce qui concerne notamment les céréales,
on pouvait intégrer la production de céréales à un marché financier. Un marché où la valeur est pensée en monnaie sonnante et trébuchante par rapport à un système qui se voulait une sorte de circuit fermé. Il y avait le problème de l'accumulation primitive, c'est-à-dire commencer par un capital qu'on invente d'une manière un peu conventionnelle, comme ça, ou arbitraire. Voilà, on crée un capital qui finance une première moisson qui est écoulée sur les marchés. Et donc, on estime que la monnaie est suffisamment développée pour dégager socialement un pouvoir d'achat qui permet une plus-value, laquelle n'est pas encore du capital comme on l'entend aujourd'hui, mais simplement un fonds par lequel on finance la deuxième saison. Tout un modèle, ça s'appelait l'économie, l'économisme. On est dans les ismes, tout à coup, ça c'est le siècle des Lumières, c'est la rationalité. Bon, là, le isme subordonne la vie de la nature à des logiques de marché. Bon, il y a un Anglais qui passait par là, dans ces années-là, qui répondait du nom d'Adam Smith. Bon, je ne dis pas qu'Adam Smith a tout acquis de ses économistes, mais ça a sûrement, il est resté 2 ans. Ça s'est un petit peu imprégné quand même, plus beaucoup d'autres choses. Donc, ce moraliste est retourné en Angleterre et il a fait partie de ceux qui ont élargi le modèle à tout. Ils ont fini par se dire, les économistes, c'est nous. Parce que nous, on a tout été là. Les autres, les Français à qui on a pillé vraiment la chose, parce que lui aussi était dans la déformation professionnelle, on va les appeler les physiocrates, parce qu'ils s'intéressaient seulement à la physique, c'est-à-dire à la nature. Nous, on va s'intéresser à tout, on va élargir le modèle du marché, de la production. On n'était pas dans le capitalisme encore. On a raison de dire qu'Adam Smith, ce n'est pas un gros méchant dans le sens où il était moraliste. C'était une époque où on essayait de nourrir le monde, de trouver un modèle qui fonctionnait. Je ne pense pas qu'on était mal intentionné, mais on a jeté les bases du capitalisme ainsi en créant cette dynamique-là qui ouvrait la porte à l'enrichissement illimité de gens qui ont voulu capitaliser, non pas pour financer d'autres saisons agricoles ou un élargissement des usines, ainsi de suite, mais simplement pour s'en mettre plein les poches, puis dominer, puis devenir puissant, puis ainsi de suite, puis régner, puis avoir une mainmise sur toutes sortes de dispositifs sociaux. Bon, être contrôlé ainsi la vie sociale. Juste un dernier mot là-dessus. Le mot économie a tellement fini par devenir effectivement la propriété du capital. On se rappelle de Marx en 1857, dans la critique de l'économie politique, 10 ans avant Le Capital, qui avait ce sous-titre-là, les Grundrisse, comme on les a appelés en allemand, qui dit déjà que le capital se paye beaucoup de choses, de la matière première, des usines, de la force de travail, mais il se paye aussi des économistes. Les économistes, en fait, qui se payent, travaillent à donner à son idéologie un vernis de scientificité, une légitimité ensuite qui devient légale, qui passe dans la loi, qui suppose un code, un ordre, voilà, puis qui devient idéologie. Bon, c'est tout un raisonnement comme ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, j'estime que et bon, c'est à partir de là où ce mot économie est devenu, au fond, l'affaire de l'argent, l'affaire des puissants, l'affaire de la production, de la distribution, de l'emploi, du marché du travail, de tout ce qui devenait marchandisation, au point une discipline qui s'est développée qui s'appelle le marketing, qui veut littéralement dire transformer en marchandise, market, c'est-à-dire, on n'ose pas le traduire en français parce que ce serait trop choquant qu'on dise je suis dans la science de la marchandisation, mais c'est ça, le marketing, transforme tout en marchandise et rend cette marchandise-là enviable. Je pense que c'est utilisé aussi marchandisation. Ah oui, c'est ça. Maintenant, on s'arrête devant rien. On parle de ressources humaines, puis il n'y a pas de tabou. Mais il fut un temps où on avait peut-être un peu quelques scrupules. Il reste que cette optique-là s'est tellement imposée que dans les disciplines, on parlait encore d'économie. En théologie, par exemple, on parlait d'économie de la foi. En littérature, dans les sciences de la nature, là, on finit par chercher d'autres mots. Parce qu'on se dit, mais non, c'est pas vrai, nous, on ne fait pas de l'économie, on n'est pas comme ces gens-là. Et on a fini par même oublier que le mot venait de chez soi. On avait l'impression de commettre des métaphores, d'être orphelin de langage. Alors que, et donc, il y a Ernst Haeckel qui était une sorte de, comme bien des écologistes, hélas, une sorte de producteur de néologisme. La décroissance, elle ne convient pas en écologie politique pour les néologismes. Ça, là-dessus, ça croît, quoi, ça prolifère, il y a une inflation. Donc là, on était dans ces premiers néologismes, donc à la fin du 19e siècle, il y avait 25 néologismes par page, ils réinventaient tout le vocabulaire, puis il y a eu ce mot d'écologie qui a fait florès plus que les autres, là, qui s'est démarqué. Et donc, on s'est mis à parler d'écologie. Ça a pris des décennies avant que ce mot-là ait une sorte de consistance, mais malheureusement, il a fini par créer 2 termes.
pour deux réalités et pratiquement pour deux dimensions. C'est-à-dire, d'une part, l'écologie renvoyait plutôt à la conservation, à un monde que les humains n'avaient pas encore altéré, hein, et un monde social où, ben là, évidemment, la production et la destruction pouvaient avoir libre cours. Bon, presque, je caricature à peine parce que les recoupements étaient peu nombreux. Moi, juste aimé que les scientifiques de la nature continuent à se dire du côté de l'économie. Et continuent à dire non, 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 l'économie, c'est nous. C'est pas vous. Vous nous avez piqué ce mot-là, mais nous, ça vient de nous, ce terme-là. Puis il n'y a pas lieu de dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut opérer un recoupement d'économie et écologie? L'économie, c'est ce qu'on appelle l'écologie d'abord. Et même chez Gilbert White, il est question d'argent, de marché, de transactions, de vie humaine, mais à l'intérieur de la nature. Excusez-moi, M. Deneau, est-ce que je comprends que le mot écologie de nos jours remplace l'économie de la nature dans le discours? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelait économie de la nature est devenu écologie, mais très souvent, on entend l'écologie comme étant le fait d'une étude des phénomènes du vivant, hormis l'humanité. Ou en tous les cas, un petit peu en marge par rapport aux vivants eux-mêmes, sans les humains. On ne dira jamais je suis scientifique de l'écologie, donc je m'intéresse à la sociologie des villes. Ça serait une contradiction dans les termes, dans les acceptions contemporaines. Alors que pour les sciences économiques, pour les sciences de la nature, l'économie de la nature intégrait les sujets humains. Il ne pouvait pas y avoir d'économie sans les variables du vivant et du territoire et du climat. Bon, c'est important. Tantôt, vous avez parlé qu'on arrivait dans un changement de paradigme. Est-ce qu'on parlerait à ce moment-ci de paradigme de relation à la nature? Bien, c'est-à-dire que il y a toutes sortes de façons de le nommer. Rupture, changement de paradigme, effondrement, bris. Les plus optimistes vont dire transition. Mais en tous les cas, il y a un changement qui va s'opérer, de gré ou de force, volontairement ou par lui-même. Hélas, il semble que ce soit plutôt le versant par lui-même qui s'annonce, parce qu'on a beau avoir le nez dans les incendies de forêt, on a beau, je veux dire, avoir des pluies de verglas, on a beau voir des villes flamber, comme ça a été le cas en Colombie-Britannique il y a 2 ans, battre des records d'inquiétude, ben, on continue de penser dans un même modèle. Par bêtise. Mais est-ce qu'à ce moment-ci, on peut entrer dans l'approche géopolitique des biorégions? Est-ce que ça nous rapproche du concept de l'économie de la nature? Oui, c'est-à-dire que la biorégion, moi, je la défends vraiment comme autre chose qu'une option politique. C'est une erreur de situer la biorégion comme étant, au fond, une option politique dans une sorte un peu comme une carte dans un restaurant, là, dans une sorte d'éventail d'options, où là, le militant se demande s'il va prendre aujourd'hui la biorégion plutôt que l'écosocialisme ou le développement durable. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas dans cet éventail. La biorégion est le point de départ de projet, et ce n'est pas le projet. Et en fait, la biorégion, comme ça que j'entrevois, répondra d'une nécessité quand, tout d'un coup, il apparaîtra clair que, région par région, les États nous lâchent, que le capital nous lâche, que le capital ne répond plus. Hein, tout d'un coup, il apparaîtra clair que l'augmentation du prix du pétrole, plus les conséquences très, très, très graves des bouleversements climatiques, plus la perte de biodiversité, plus la perte de conditions de possibilité du mirage de la transition énergétique, là, que tout ça fera en sorte que nous nous trouvons isolés. Les exemples ne sont pas difficiles à trouver. Il y a 2 semaines encore, le premier ministre du Québec, François Legault, dans le contexte de feux de forêt très grave, a dit d'une ville au Québec, on la laisse brûler. Clauva peut brûler, on la lâche, on la concède aux flammes. On dit aux gens de Clauva, OK, vous payez des taxes depuis longtemps, vous n'avez presque aucun service pour ça, tous ces impôts-là sont ponctionnés dans les grandes villes puis servent à construire des grandes infrastructures, à réparer des ponts, je ne sais quoi, et vous, on vous donne à peu près rien. Et même quand vous crevez, même quand votre ville est sur le point d'être ravagée par les flammes, on ne bouge pas non plus.
On ne vous considère pas non plus, même quand vous êtes à ce degré extrême-là d'urgence. Alors, les gens de Clova, aujourd'hui, ont toutes les raisons du monde d'estimer qu'ils sont lâchés. Moi, je suis dans une péninsule qui est au bout du monde. On ne sent pas que s'il se passe quelque chose de grave ici, il y a beaucoup de capital qui vont courir à notre secours. Là. Bon, alors, donc, on va plus d'un point de vue progressif parce que les crises, les drames, les tragédies vont s'empiler. Hein, quand on regarde depuis le début du siècle, il y a eu des attentats terroristes, il y a eu une crise financière très grave, il y a eu des hurluberlus qui ont occupé des fonctions très importantes dans des différents États. Ça continue et ça risque d'advenir de plus en plus souvent. Il y a eu ce qu'on a appelé une crise sanitaire qui est en réalité une crise écologique, hein, liée à la perte de biodiversité. On a eu quoi, je veux dire, des tensions géopolitiques, ainsi de suite. Des incendies de forêt majeurs, des ouragans aux États-Unis en surnombre. Quand tout ça, une montée du prix du pétrole, une montée des denrées alimentaires, quand tout ça va arriver en même temps, pensez-vous qu'on va avoir des petits chèques par la poste pour se payer quoi quand les magasins vont être vides parce que les camions n'arriveront plus? À un moment donné, il faudra quoi se dire, nous sommes dans une biorégion. Les gens de Clova aujourd'hui qui ont pu rapatrier leur famille parce qu'il y a une vingtaine de personnes héroïques qui n'ont pas écouté le gouvernement, qui ont dit non, on ne laissera pas notre village passer à néant. Hein? Pensez-vous aujourd'hui qu'ils sentent autre chose qu'une biorégion? Il faut qu'ils se regardent là, les uns les autres, ils doivent se connaître très bien déjà, puis se dire, ben, notre sort est entre nos mains. C'est ça une biorégion. Puis notre sort est entre nos mains. Là où nous sommes, on ne va pas se mettre à téléphoner à des gens de la Saskatchewan pour nouer je ne sais quel partenariat. Ça, pour revenir sur des questions très précises, mais dans un premier temps, il faut apprendre à s'organiser. Et c'est ça la biorégion, c'est une nécessité historique. Pour mieux préciser justement ce concept, pour mieux saisir, là, dans un entretien récent, là, vous avez parlé de la nécessité de réorganisation des économies collectives et intimes et de la Fédération d'espaces et circuits politiques biorégionaux. Pouvez-vous expliquer? Mais l'économie dans une biorégion retrouve tous ses sens. Parce que mettons qu'on est un hameau, un village, une petite ville, une péninsule. Donc ça, c'est une échelle à peu près biorégionale. C'est pas qu'on se connaît tout le monde, on est tous en train de se gratter le dos, mais on a une sorte de perspective saisissable d'un point de vue sensible. On peut quand même penser la circonférence qui nous entoure. On n'est pas dans un Canada insignifiant où dire on est à des milliers de kilomètres les uns des autres. Là. On se retrouve. Une échelle qui intéresse le sociologue Durkheim dans sa conclusion là, du livre Le suicide, dont je parle quelquefois. Mais là, l'économie retrouve tous ses sens. Bon, on peut dire d'un point de vue plus pragmatique qu'il s'agit de mettre en relation deux ordres d'enjeux. D'une part, les dispositions, les talents, les forces, les moyens, et d'autre part, ben, les besoins, les urgences, les aspirations, les désirs. Bon, comment on met ça ensemble? Qui a quoi? Qui sait faire quoi? Comment on s'y prend? Qui travaille? Qui bénéficie quand? Qui travaille quand? Ça, c'est l'économie. Mais déjà, penser ça suppose une subjectivité particulière, une foi particulière, une croyance particulière, des récits, une façon de s'organiser, mais mentalement aussi, une façon de se raconter, une façon de raconter au fond des fables qui nous structurent, une façon aussi d'éprouver. Hein? Toute cette économie-là se met à l'œuvre. Bon, une façon de parler, une façon aussi de vivre la santé. On comprend, on dit que la santé des bêtes, la santé des plantes, la santé, ben c'est notre santé aussi. Hein, que la vitalité d'un cours d'eau, c'est notre vitalité. Là, on commence à entrer dans l'économie quand on est à une échelle biorégionale. Dans un moment comme ça, il faut simplement souhaiter y arriver avant qu'il soit trop tard, avant que tout soit saccagé, avant qu'il faille essayer de tout restaurer, ce qui serait hors de notre portée très souvent. Donc, c'est là où l'économie arrive sous une nouvelle forme, dans un projet biorégional par rapport auquel il faut faire attention parce qu'il n'est pas, il n'a rien à voir avec la nostalgie du terroir. Il n'a rien à voir avec l'écofascisme. Il n'a rien à voir avec une sorte de conservatisme aigre et xénophobe où on se retrouverait dans une sorte d'entre-soi plongeant ses racines dans je ne sais quelle histoire ancestrale. Mais il s'agit simplement de penser
Surtout, il s'agit surtout de penser la géopolitique au sens où le préfixe géo compte autant que le préfixe politique. Hein? Alors que la géopolitique occidentale traditionnelle consiste à imprimer sur la géographie de l'arbitraire politique. Mettre des lignes quelque part parce qu'il y a une guerre qui a supposé un gagnant, un perdant, mettre une ligne quelque part parce que dans un traité, on dispose de populations tierces à sa guise. Bon, on met des lignes un peu partout, qui sont totalement aberrantes, et on en oublie là où elles s'imposent. Il y a des lignes qui s'imposent qu'on voit sur aucune carte parce qu'il y a une dynamique géographique, il y a un climat. Hein, il y a des bassins versants, il y a des forêts, il y a des lisières, et ces dynamiques-là. Donc, la géographie et la politique fonctionnent ensemble. Bon, tellement ensemble qu'on n'arrive même plus à les penser autrement que dans des espèces de syntagmes comme les Allemands savent en écrire, là, des mots à rallonge agglutinés. C'est un peu comme ça qu'il faut penser. La géopolitique biorégionale, elle va tout ensemble, quoi. Et donc, moi, je crois que ce concept-là est à la fois régional, bio-régional, géopolitique et universel. Parce que le projet biorégional ne consiste pas à simplement se penser soi comme biorégion, mais penser le monde comme l'addition de biorégions qui peut supposer par moment, sur des dossiers particuliers, des logiques confédérales. Moi, je suis dans la péninsule acadienne. Pour des raisons arbitraires, je fais partie d'une communauté qui a très peu de liens avec les Gaspésiens du Sud. Alors que nous avons la même histoire, nous partageons la même baie. Les Gaspésiens du Sud sont des Acadiens. Donc, historiquement, c'est une région qui a été peuplée par des métis Mi'kmaq acadiens, ou par des Acadiens, ou par des Mi'kmaq. Bon, mais c'est la même dynamique. Mais parce qu'il y a une confédération canadienne qui n'a rien de confédéral d'ailleurs, et qui vient en quelque sorte mettre des lignes un peu partout, ben, cette dynamique-là est brisée. Il est beaucoup plus logique que nous ayons des liens avec la Gaspésie que je vois de ma fenêtre d'ici, hein, qu'avec des gens de Moncton ou encore plus avec des gens de Fredericton à qui on n'a rien à dire, en tout cas sur le plan géographique, hein, sur le plan du partage des expériences, quoi. Bon, de la même manière que les gens du sud de la Gaspésie ont beaucoup plus à dire aux Acadiens d'ici qu'aux gens de Montréal ou de Québec qui les administrent du bout des doigts, presque avec dédain. Avec une approche géopolitique biorégionale, à quoi ça ressemble? J'ai commencé à toucher à la question. C'est d'abord un concept qui a une certaine histoire, qui a 50 ans, que l'on doit à 3 figures qui représentent 3 grands champs disciplinaires, dont aucun est hégémonique, ce qui est intéressant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie politique, on subit 2 hégémones. Les sciences exactes d'abord, les modèles, la recherche opérationnelle, tout le discours du GIEC, qui est de nature autant à nous aider, à nous outiller, là, je ne crache pas dessus, mais aussi à nous enfermer. Hein, comme l'explique Bruno Latour, à un moment donné, ce discours-là n'est pas opérant politiquement, il n'est pas opérant esthétiquement, il n'est pas opérant spirituellement, hein, et il manque à ces dimensions-là, mais il prend cette place-là néanmoins. Il fait de la politique, il fait de la sociologie, puis il fait presque de la philosophie, quoi, bon, et de la théologie à la rigueur. Bon, il prend cette place-là sans en faire nécessairement, sans savoir en faire. Il en est tout à fait incapable, mais il prend cette place-là, il occupe une place hégémonique. Et aussi, étonnamment, on l'oublie trop souvent, mais je dirais la grande industrie et les autorités politiques conservatrices, on oublie trop souvent que des termes comme anthropocène, comme transition énergétique, comme développement durable, qui sont au centre du discours écologique, viennent de la droite institutionnelle, viennent du Pentagone, viennent d'organisations qui, au fond, voient dans ces concepts-là, l'anthropocène nommément, comme étant une légitimation de la mainmise des humains sur la nature au point où il faudrait mieux gérer la nature. On n'est pas en train de dire on a fait un hubris, on a pris trop de place. Non, il faut en prendre encore plus, il faut faire des nuages artificiels, il faut contrôler le climat, il faut se donner une sorte de thermostat universel, on va avoir la main dessus, puis on va pouvoir gérer la température mondiale. C'est à nous d'administrer le vivant. Puis on le revendique, puis on célèbre notre victoire sur le vivant. Ça a été ça l'anthropocène d'abord chez Paul Crutzen puis d'autres. Bon, puis
cet énergumène canadien qui a pris tellement de place, le Maurice Strong, puis d'autres. C'est ça, ces concepts-là, ils viennent de ce champ-là, il ne faut pas l'oublier. On pense parfois qu'on est subversif puis hippie en utilisant ce discours-là, mais on est en fait totalement aligné sur des discours réactionnaires, quoi. Bon. Donc la biorégion, elle, n'a pas d'hégémonie, ne connaît pas d'hégémonie en ce qui concerne les disciplines. C'est d'abord l'œuvre, étonnamment, hein, c'est un discours, celui autour de la biorégion, qui a été développé beaucoup en Californie, en Italie, en France, mais qui vient d'un Canadien, la Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Alan Van Newkirk, un poète situationniste qui faisait un peu comme ça ce qu'on appellerait des fanzines aujourd'hui. Il bricolait comme ça des espèces de pamphlets là, qui étaient au sens, c'est pas un anglicisme, là, au sens strict du terme, là, et puis il distribuait ça à la manière des situationnistes des années 60-70. Il s'amusait quand quelqu'un lui disait des choses qu'il n'aimait pas, il s'amusait à aller en public, lui tirer dessus avec des balles à blanc, ça faisait son effet. Bon, c'est un peu le bon, mais ce qu'il a fait de mieux, c'est un petit article très court où il définit les biorégions alors qu'il lançait un projet biorégional en Nouvelle-Écosse. Bon, il vient des Maritimes. Donc, il y a un artiste qui a parlé en écrivant de la sorte. C'est très clair, son écrit. Bon, on peut toujours le contester, ainsi de suite. C'est pas parfait, mais il avait vraiment jeté les bases, l'essence de la biorégion définie en 1975, je crois, dans c'est un écrit là, qui, pourrait vous retrouver ça, là, qui vient de Environmental Conservation, 1975, et il venait de lancer, lui, la Geographic Foundation of the North Atlantic. Et donc, cet artiste-là a parlé à un autre artiste qui était aussi très politisé, lui, beaucoup plus, qui est Peter Berg, qui s'est associé en Californie avec Raymond Dassman, qui est un biologiste. Et je dirais que dans ces trois champs-là, est apparu un discours politico-esthético-scientifique portant sur un aménagement territorial sensé, prenant à partie les gens et ayant la science comme un atout, mais pas comme étant, au fond, le fondement du discours. Et en intégrant beaucoup des témoignages de gens qui se rappellent comment on faisait avant l'électricité, qui se rappellent comment la transformation du paysage, une sorte de solastalgie avant la lettre, a entraîné la perte d'accès à la rivière, qui se rappellent. Et ces savoirs-là sont aussi, alors qu'ils ne sont pas scientifiques officiellement, sont aussi chéris. Bon, avec des récits, des chansons, des formes de théâtralité très, très inhibantes pour nous, là, où il s'agit d'aller performer des comportements animaux, non pas pour se prendre pour un castor ou pour un coyote, mais pour essayer de comprendre le vivant et de le partager au plus près de soi. C'est quand même réfléchi, là, c'est pas n'importe quoi. Et c'est très bien fait. Puis j'ai ça quelque part, là, je pourrais me lever et aller vous montrer ça, mais c'est pas trop le temps, là, mais il y a des manuels qui ont été faits. Bon, cette notion-là est intéressante parce qu'elle a à la fois des balises, elle ne permet pas n'importe quoi, elle ne permet pas tous les délires. Il s'agit de penser à une échelle sensée, un rapport intime entre le vivant, le territoire, le climat, des dynamiques propres au lieu qu'on est, et le social, en tant qu'il fait un avec lui, en tant qu'il comprend où il est. Puis il y a même, je ne sais pas, plus récemment, là, il y a deux auteurs, là, Mathias Rollo et Marie Chiffrine, Marie Schaffner, qui ont écrit un livre intitulé « Qu'est-ce qu'une biorégion ?» C'est un livre qui est publié chez Wild Project en France, qui est composé un petit peu comme un magazine. Puis au milieu, il y a un quiz. Il y a, je pense, 23 questions, je ne sais plus. Puis ça dit, je ne sais pas, mais savez-vous d'où vient l'eau du robinet? Nommez 5 plantes indigènes de votre territoire. Et en fait, on se rend assez vite compte que sur 23 questions, très souvent, on est incapable de répondre à une seule. Bon, et on ne sait même pas où on a les pieds. Bon, elle dit, ça, c'est si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là, c'est qu'on n'est pas d'un sujet biorégional. Est-ce que vous diriez que c'est cette approche-là qui vous a amené de passer d'un milieu urbain à la péninsule acadienne? En puissance, oui.
Peut-être juste dire un mot, c'est qu'autant la biorégion, elle a des balises fortes, autant elle est souple. Quand justement quelqu'un moi, arrive dans la péninsule acadienne et lit sur la biorégion, apprend à maîtriser un peu cette notion-là, on se rend bien compte qu'on ne pense pas la biorégion dans la péninsule acadienne que si on est en Montérégie ou au Saguenay ou au Vermont ou au Manitoba. Ce que j'aime de la biorégion, c'est qu'autant elle a comme des paramètres clairs, tout n'est pas biorégional, puis elle est pas du tout intéressée par le terroir fascisant, là, bon, xénophobe. Autant elle est immanente, cette notion. Il n'y a pas une fois pour toutes quelqu'un qui va nous la définir, puis il va dire, voilà, c'est comment appliquer un projet biorégional tel quel. Ce n'est pas un manuel, ce n'est pas une trousse, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'immanence, puis beaucoup de liberté une fois qu'on a compris le principe, quoi. Et autant, c'est même pas le principe, c'est du moment qu'on a compris sa nécessité, quoi. Bon. Puis pour ma part, la notion de biorégion a été une sorte de rencontre par rapport à des puissances, hein, c'est-à-dire que c'est en rencontrant cette notion-là que je me suis rendu compte à quel point l'écologie politique était orpheline d'objets. Faisant face à des problèmes inouïs. Inouïs au sens où on nous dit, les scientifiques nous disent, dans leur espèce de récit qu'ils nous concoctent, que jamais les sujets humains, depuis des millions d'années, n'ont vécu des bouleversements aussi grands, hein, et des formes d'extinction aussi spectaculaires, bon, et accélérées. Si ça ne s'est jamais produit, c'est impensable. Parce que l'être humain pense toujours en fonction des précédents. On pense toujours par comparaison. Comparaison. La raison suppose qu'on compare. Bon, si on pense, s'il y a une pandémie, ça nous rappelle la lèpre, la malaria. Si la Russie envahit l'Ukraine, ça nous rappelle toutes sortes de guerres d'invasion dans l'histoire. C'est facile à trouver. Bon, dès qu'il y a une situation, je dis s'il y a une figure montante dans un domaine culturel particulier, ça nous rappelle Elvis Presley, ça nous rappelle n'importe qui. On est toujours en train de se rappeler. La tenue vestimentaire de quelqu'un nous rappelle quelque chose. C'est rare que quelqu'un est habillé d'une façon tellement excentrique, ça ne nous rappelle rien. Bon, qu'on rattache ça à rien. Bon, mais on est face à ce moment-là de l'histoire où ce qui survient nous rappelle rien. C'est impensable. Bon, et cela fait en sorte que l'écologie politique n'a pas d'objet, elle n'a que des objets de substitution. Il y a des gens intéressés et des sans-dessins qui nous mettent dans la tête des notions stériles comme le développement durable, ainsi de suite, pour nous faire croire qu'en aménageant un petit peu les choses, ça va continuer comme avant sans problème, hein, en nous vendant de l'idéologie qui est intellectuellement à peu près de l'ordre d'un fascicule des témoins de Jéhovah. Là. Bon, en nous promettant tout, que ça va tout tourner rondement, pour nous montrer des beaux graphiques avec des ronds, puis tout s'enchaîne, puis tout roule, puis il n'y a pas de problème. C'est une très, très mauvaise pensée. Et donc, on est sans objet, et d'où l'éco-anxiété, qui m'apparaît plus être de l'ordre de l'éco-angoisse, c'est-à-dire du grand vertige, l'absence d'objet, hein, c'est émotion sans objet. Bon, les biorégions peuvent nous donner une prise. C'est là qu'on va aboutir. C'est même pas un projet, c'est là qu'on va aboutir. On va avoir la face dedans. Comme les gens de Clova aujourd'hui, ils n'ont pas choisi d'être une biorégion. Ils se sont fait dire par l'État québécois, on vous laisse cramer, brûler. On ne s'occupe plus de vous, on n'a plus le temps, c'est trop loin, vous n'êtes pas assez important, vous ne comptez pas. Bon, ça va être comme ça pour combien de gens? Bon, la biorégion, elle s'impose comme ça. Puis bon, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais mu par... Bon, c'est des questions personnelles que je ne vais pas étaler ici, mais quand je suis arrivé ici, néanmoins, ça faisait une dizaine d'années que j'étais inquiet. Même quand j'étais en ville, j'étais toujours en train de me demander chez qui j'irais en cas de crise. Parce qu'on sait très bien qu'en ville, quand ça va mal, il y en a pour 3 jours. Bon, puis tout le monde panique. Puis bon, donc j'avais toujours comme des espèces d'adresses. Je savais à peu près chez qui je me ruerais. J'avais ça, comme ce souci-là. Bon, parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri de ça. Bon, quand j'ai eu l'occasion de m'installer dans la péninsule acadienne, j'ai constaté que rien ne résistait aux citadins que je n'étais déjà plus. Rien en moi ne résistait à l'idée de partir. Je ne laissais rien. Bon, et quand j'y retourne en ville, je suis bien content quelques jours de voir effectivement une sorte d'effervescence culturelle, des colloques, des films à la Cinémathèque québécoise, je suis content de voir. Voilà, il y a des librairies, ainsi de suite. Puis aussi, l'air est irrespirable, l'eau est dégueulasse, il y a des gens partout. Puis voilà, puis je suis content de partir. Très, très vite, je suis content de partir. Je ne supporte plus l'artifice. L'idée d'être dans un monde strictement artificiel, Montréal comme ailleurs, l'idée d'être dans un monde strictement artificiel me semble insupportable. Bon, hein, et ça vient un peu, du point de vue des affects, ça vient après coup. C'est-à-dire que parfois, c'est par l'intellect qu'on prend des décisions et l'affect suit. Par exemple, être végétarien peut être une décision qu'on prend
au départ, non pas par rapport à un dégoût qu'on aurait de la viande, ainsi de suite, mais simplement par une prise de conscience de type moral ou éthique. C'est pas la même chose, mais un ou l'autre. Et se dire, ben non, l'élevage industriel me déplaît trop pour que je l'encourage. Puis à un moment donné, tout ça se transforme en un dégoût réel de la viande parce qu'on ne la consomme plus. Puis quand on la retrouve, on finit par être poussé par elle physiologiquement, si vous voulez, ou affectivement. Bon, ben, c'est un petit peu ça, les villes, quoi. À un moment donné, on les quitte parce que sur un plan intellectuel, il n'y a plus rien qui nous retient, puis on est appelé par quelque chose qui me semble plus sensé, historiquement. Puis à un moment donné, bon, on ne les supporte même plus, quoi. Dans ce contexte-là de votre péninsule, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre programme? Vous êtes en plein été des humanités. Oui, ben, laboratoire biorégional de la péninsule. Oui, ben, quand je suis venu ici, bon, c'est vraiment pour la petite histoire, on ne papote rendu là, on est entre nous. Mais pour la petite histoire, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais comme une optique quand même beaucoup plus radicale que ce dans quoi je me suis retrouvé. C'est en même temps la force d'attraction des îles. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la péninsule acadienne, je suis sur une île au large de la péninsule, l'île de la Mecque, laquelle péninsule est étymologiquement une grande presqu'île. Et il y a comme telle une presqu'île qui est la ville où se trouve l'université où j'ai finalement été embauché, qui est Sheboygan. Bon, donc on est dans une sorte de péninsule qui veut dire une grande presqu'île qui finit par une presqu'île et deux cailloux qui sont les îles de la Mecque et Miscou. Bon, puis après ça, les oiseaux virent de bord. Il n'y a plus rien à voir, c'est le golfe du Saint-Laurent. Bon. J'étais là dans ce sujet radical parce que Gilles Deleuze le montre bien, l'île, puis c'est dans notre culture, l'île, c'est l'endroit de tous les possibles, c'est l'endroit de tous les fantasmes, c'est l'endroit du renouveau, c'est l'endroit où on se détache, c'est l'endroit où on s'isole, c'est l'endroit où on se refait, c'est l'endroit où on compense, c'est l'endroit où tout se retourne, c'est l'endroit où on s'enferme aussi. C'est tout ça, l'île, c'est l'endroit où on fantasme. Bon, c'est l'endroit où tout le monde personne n'en a rien à faire de ce qu'on fait là-bas, parce que c'est trop loin. Puis voilà. Donc, j'étais parti un peu dans cette optique-là radicale-là, bon, c'est plus un fantasme, là, mais le fantasme travaille le réel, mais il ne se substitue jamais au réel. Et puis, j'ai été rattrapé parce que le hasard de l'histoire fait qu'il y a une petite université ici qui traîne presque par accident. Hein, des religieuses à bout de bras ont tenu vivant un collège qui est devenu un campus d'une université qui est à 300 km d'ici, mais qui a une antenne. Et on avait besoin d'un prof de philo. Il n'encourt pas les rues dans un village de pêcheurs. Donc, voilà, c'est tombé sur... je me suis proposé quand même, mais je me suis retrouvé un peu rattrapé par des logiques un petit peu urbaines. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de pôle d'urbanité dans un lieu où ça en a peu à voir. Mais j'aime beaucoup ici le fait d'enseigner, donner des cours en éthique de l'environnement, comme ils s'appellent, je ne sais pas comme ça que je les aurais baptisés, mais enfin voilà, c'est leur intitulé officiel, à des étudiants qui sont souvent les premiers de leur famille à étudier. Parce qu'il y a cette espèce d'antenne ici qui n'est pas à sa place, dans le sens où les pouvoirs, ils ne créeraient pas ce pôle universitaire-là aujourd'hui s'il n'existait pas. Hein, il a un peu résisté dans l'histoire et donc on le maintient vivant. Et dans ce contexte-là, j'ai créé l'été des humanités, un programme études, travail, vacances dans la péninsule ouvert à toute la francophonie. J'ai des étudiantes et étudiants aujourd'hui du Manitoba, de Winnipeg, d'Ottawa, de Sherbrooke, Montréal, Québec, Rimouski, Chicoutimi, Moncton, qui viennent suivre 6 semaines de cours intensifs pour 6 crédits en tout sur la notion de biorégion et qui constitue, du point de vue de la simulation pratique à laquelle on arrive, un conseil des ministres biorégional, où chaque étudiant a une compétence ministérielle à défendre, monnaie locale, accueil des réfugiés environnementaux, autonomie énergétique, institutions politiques, aménagement du territoire, souveraineté alimentaire. Bon, nommez-les. Je suis un président à l'allemande qui n'a comme seul pouvoir que de faire appliquer la Constitution, et je suis entouré de 15 vaillants et vaillantes ministres qui gèrent un gouvernement provisoire de la biorégion qui vise à développer des politiques générales. Donc, tout ça va se retrouver, va trouver sa trace dans les cahiers de la biorégion de ma collègue Jessica Andriama-Sinourou.
Et peut-être que même les appellations vont changer parce que pour l'instant, j'ai gardé les appellations du parlementarisme britannique pour qu'on se retrouve, mais tout est sujet à changement, là, y compris les statuts subjectifs. Bon, et le fonctionnement même de ce gouvernement provisoire. Donc, et puis, bon, à partir de la théorie que l'on découvre au fil des séances, les ministres se prononcent en fonction de leur champ spécifique. Je pense qu'on me dit qu'il y a une question. Un instant, il faut que je trouve la question. Vous me disiez avant qu'on commence que ça passerait vite, vous aviez raison. Oui. Alors, la biorégion est-elle flexible dans sa géographie? Si oui, comment légitimiser les différentes juridictions du territoire? Oui, c'est une question très intéressante. C'est même un des problèmes de la biorégion, c'est qu'elle ne correspond pas à l'arbitraire des tracés géopolitiques habituels. La biorégion se reconnaît par ceux qui y habitent comme ayant des limites, un pourtour, mettons, plus que des limites, une sorte de pourtour qui s'impose de lui-même, qui peut supposer des chevauchements, qui peut supposer des débats, qui peut supposer, mais qui renvoie à des synergies, des dynamiques culturelles et géographiques plutôt claires. Bon. J'ai commencé, moi, à penser ce problème-là dans la péninsule acadienne parce que ce coin du monde me semblait être un laboratoire biorégional assez facile à penser dans un premier temps parce que les limites s'imposent d'elles-mêmes. Il y a un littoral, il y a des frontières culturelles-géographiques assez nettes. On peut commencer à penser là quel est le potentiel d'un espace comme celui-là. J'avoue que quand on est au Manitoba, c'est peut-être un peu plus difficile de trouver des points de coupe. Mais ça, c'est un problème que je vais continuer à me poser. Mais les frontières sont floues, mais ce n'est pas un flou abyssal. Ce n'est pas un flou là, qui nous perd complètement. C'est simplement qu'il n'y a pas une ligne où on peut dire, là, j'ai les pieds au Canada, là, j'ai les pieds aux États-Unis, là, puis j'ai juste fait un pas. Ce n'est pas une ligne comme ça. Ça manque de mur. Voilà. Cela dit, la question qui me semble très, très claire par rapport à la biorégion, c'est qu'elle s'inscrit dans un millefeuille institutionnel. Elle comble un manque, mais elle n'est pas nécessairement à penser d'une manière hegelienne, où tout d'un coup, il y aurait une structure qui avalerait tous les autres et qui en serait un peu la résultante historique. Il n'y a pas nécessairement d'effet de substitution. Et quand on y pense, nous sommes déjà dans une réalité de type millefeuille, comme le paysan au Moyen-Âge qui avait sur la tête non seulement la royauté, mais le seigneur, mais l'Église, mais toutes sortes de pouvoirs. Aujourd'hui, si on y pense, nous sommes dans un millefeuille institutionnel. J'ai insisté beaucoup dans d'autres travaux pour dire que les multinationales sont des souverainetés de type privé d'un genre nouveau qui ont un rapport à la loi et à l'exercice du pouvoir qui est spécifique. Non, mais une multinationale comme ExxonMobil est un pouvoir. Je pense que si Justin Trudeau demain a à rencontrer le PDG d'ExxonMobil, ce n'est pas le PDG d'ExxonMobil qui sera nerveux. Hein, bon, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force entre deux souverainetés. Même chose pour Bill Gates, même chose pour des responsables d'entités qui agissent à une échelle mondiale alors que les États sont contenus sur le territoire où ils ont quelques prérogatives. Bon, on peut dire la même chose des institutions bancaires, des organisations onusiennes ou des organisations un peu périphériques comme l'OMC, l'OCDE, ainsi de suite. Ensuite, on peut parler des États qui existent en effet. Il y a un palier de pouvoir hétérogène qui s'observe bel et bien. Quand on est à Montréal, ça ne fait pas mystère, c'est la mafia. C'est un pouvoir qui s'étudie. C'est-à-dire, si vous prenez les principales têtes du crime organisé dans le monde et vous les fédérez, il faut les inviter au G20 parce qu'ils sont plus puissants que bien des pays du G20. Bon, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir. Je vais devoir nous ralentir. Non, mais c'est un... Il nous reste une minute, M. Deneau. Mais tout ça pour dire que la biorégion s'inscrit dans ce millefeuille-là, dans la mesure, et là je le dis en quelques secondes, où il faudra, à un moment donné, quand on sera les délaissés du capital et que le capital ne suffira pas à quadriller nos vies, s'organiser par nous-mêmes et nous ferons partie de ces ordres du pouvoir-là.
Ben, écoutez, c'est une invitation à faire partie d'un millefeuille. C'est très savoureux. Je vais vous remercier pour cet entretien. J'espère d'avoir une autre occasion peut-être d'aller à votre université, je dois l'avouer. Et donc, un grand merci de votre temps, des idées que vous nous avez partagées en souhaitant avoir l'occasion de collaborer avec vous pour la suite du monde. Merci, Merci, M. Denis. bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde.